Donc à présent, dernière vidéo de notre premier chapitre présentant les fondamentaux du réseau. Nous allons voir donc l'UDP, User Datagram Protocol. Donc nous allons voir rapidement dans cette vidéo une rapide présentation de l'UDP, la structure du segment UDP, des segments UDP, et enfin une dernière petite annexe concernant le nommage des différents PDU sur les différentes couches du modèle OSI. Il me semblait que c'était un sujet important à signaler à la fin de nos fondamentaux. Donc, d'abord, présentation du protocole UDP. Donc le protocole UDP, comme le protocole TCP, c'est un protocole de transport. Donc qui va nous permettre de transmettre des informations d'application à application à travers différents réseaux. Je n'ai pas besoin de rappeler ce que je présentais déjà pour le protocole TCP dans la vidéo précédente. Tout cela est applicable pour l'UDP, à l'exception du contrôle de la fiabilité des données. Comme je vous l'ai déjà dit, on a donc deux protocoles. Le TCP permet de contrôler la fiabilité des données. Donc là, c'est important pour certains protocoles, certaines applications qui nécessitent de s'assurer de la fiabilité de ces différentes données. Mais il y a des services, des applications, des protocoles qui n'ont pas besoin de s'assurer de cette fiabilité des données. Je prendrai pour exemple le streaming ou la VoIP. Ici, le plus important, c'est d'envoyer les informations en temps réel, donc le plus rapidement possible, mais on va pas se soucier si un paquet, si une partie de ces informations, un segment, pardon, a bien été reçu. Donc, en ne s'assurant pas ce contrôle de la fiabilité des données, cela va nous permettre un meilleur débit, étant donné qu'on va immédiatement envoyer les informations, les différents segments, sans se soucier de réception d'un ACK, etc. Donc, de ce fait, plein de concepts sont enlevés, étaient présents dans le TCP et ne sont pas dans l'UDP, ce qui fait que l'UDP est bien plus simple à comprendre que le TCP, étant donné qu'il n'y a aucune procédure de contrôle. Donc les différents services pourront aussi bien être utilisés que du TCP, que de l'UDP, ou les deux. Cela dépendra de l'implémentation de ce service. Par exemple, l'HTTP, lui, est fait pour passer que par du TCP, sur le port 80. Le NTP et le NFS, eux, sont faits pour ne passer que sur de l'UDP. Cela est assez rare, hein, les différents protocoles qui ne passent que par de l'UDP. Ce sera le port UDP 123, donc qui sera utilisé par NTP, le Network Time Protocol, donc le protocole de synchronisation du temps à travers le réseau. Et c'est le port 973, donc port UDP, qui est utilisé par NFS, le Network File System, utilisé pour le partage de données à travers un réseau Unix. Cela, ce ne sont que des exemples, hein, vous en avez bien d'autres. Enfin, plein de services, la grande majorité même, pourront utiliser les deux. C'est par exemple le cas du SSH, donc qui passe par le port 22, port aussi bien TCP que UDP, ou l'IMAP V3, qui passe par le port TCP ou UDP 220. Donc à quoi ressemble un segment UDP? On le voit tout de suite, c'est extrêmement plus simple que le TCP. Nous n'avons qu'un port source, un port de destination, la longueur et la somme de contrôle. Donc là, c'est des concepts qu'on avait déjà dans le TCP. La somme de contrôle, donc c'est pour permettre l'intégrité des données. On ne se soucie pas de fiabilité, mais on se soucie quand même un minimum de l'intégrité des données reçues. Là, on ne se soucie pas de si la donnée a bien été transmise, mais celui qui reçoit le segment doit s'assurer que le segment n'est pas corrompu. C'est tout de même quelque chose d'essentiel. Et bien entendu, la longueur nous permet de déterminer la longueur du segment. Donc, étant donné que les données sont de taille variable. Donc il n'y a aucun mécanisme complexe, vous le voyez directement ici. On ne se soucie que de port, de longueur de segment et de somme de contrôle. Donc cela concluait déjà notre présentation de l'UDP. Il n'y a rien de plus complexe, c'est extrêmement simple à comprendre. Cependant, une annexe me semblait importante à rajouter ici, c'est concernant le nommage des PDU. Vous avez remarqué, parfois, même moi, je m'embrouille sur certaines désignations, j'ai tendance à utiliser paquet au lieu de segment, etc. Je me reprends la plupart du temps, mais bon voilà, la plupart des gens font ces erreurs par inadvertance, donc il me semblait important, vous débutants, de bien vous faire comprendre qu'il ne fallait pas faire ces erreurs. Donc, comme je le disais, il y a de nombreux termes pour désigner les différents PDU sur les différentes couches du modèle OSI, donc de nombreuses confusions possibles.
On va donc s'intéresser ici aux 4 termes à utiliser: paquet, segment, datagramme et trame. Donc un datagramme, tout d'abord, c'est pour désigner tous les éléments envoyés sans contrôle de réception. Donc cela pourra aussi bien concerner l'IP, les PDU du protocole IP, que l'UDP. Donc ici c'est un terme qui est utilisé et que personnellement je préfère pas trop privilégier, car il ne désigne pas bien la séparation que nous avons entre nos différentes couches dans le modèle OSI aussi bien que dans le modèle TCP/IP. Donc on peut l'utiliser, mais faites attention, ce n'est que pour les protocoles sans contrôle de réception. Donc on va par exemple jamais parler de datagramme TCP. Ensuite, nous avons le terme de segment. Donc le terme de segment, il est lié au concept de segmentation. Donc la segmentation, c'est la division d'un message en plusieurs éléments de taille variable. C'est une fonctionnalité de la couche de transport du modèle OSI, qui est destinée à optimiser le transfert. Donc à utiliser au mieux notre débit. Donc cela pourra concerner tous les protocoles de la couche transport, donc aussi bien TCP que UDP. On pourra parler de segment TCP aussi bien que de segment UDP. Ensuite, le terme paquet, c'est celui-là qui apporte le plus de confusion. On fait souvent un mauvais usage de ce terme paquet pour désigner tous les PDU. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc le terme paquet, il n'est fait que pour désigner les PDU des protocoles de la couche réseau et que ces protocoles-là. Donc aussi bien IP que ICMP. Donc on pourra parler de paquet IP, de paquet ICMP, mais on n'en parlera jamais de paquet TCP ou de paquet UDP. Ni d'ailleurs pour les couches inférieures, c'est une confusion qui est moins faite, mais on ne va jamais parler de paquet Ethernet par exemple. Enfin, nous avons donc le terme trame. Lui, c'est celui qui permet d'indiquer que c'est la dernière encapsulation avant transport sur le réseau, sur le média si vous voulez, pour être plus clair. Donc pour pouvoir faire ce transport sur le média, il faut pouvoir bien encadrer le début et la fin de nos données. C'est pour ça que nous aurons non seulement le header, mais aussi un trailer qui nous permet de conclure, de dire ceci est la fin de nos données. On l'a déjà présenté quand on en parlait du protocole Ethernet. Donc c'est lui qui sera transformé en bits à envoyer sur le média. Donc du coup, il n'est que pour la couche liaison, la couche la plus basse dans laquelle nous nous soucions de protocole. Donc c'est le PTU des protocoles Ethernet, Wi-Fi et PPP, mais certainement pas des couches supérieures. Donc, je rappelle, on peut parler de datagramme UDP, mais on ne parlera jamais de datagramme TCP. On peut parler de datagramme IP, mais on ne parlera jamais de segment IP. Il n'y a pas de segmentation dans l'IP, ce sont des paquets qui sont envoyés. On parlera de segment TCP ou de segment UDP. Et on parlera enfin de paquet IP ou de paquet ICMP. Et enfin de trame, Ethernet, Wi-Fi, PPP. Jamais de paquet UDP, c'est la confusion la plus couramment faite. Donc voilà, cela conclut notre vidéo sur l'UDP et donc par là même notre chapitre sur les fondamentaux de la théorie des réseaux nécessaires à la certification CCENT. J'espère que cela aura répondu à la plupart de vos questions. Nous allons encore parler de quelques fondamentaux théoriques au cours de nos différents chapitres, mais cela ne s'appliqueront que dans le but précis de passer à une application technique précise. Nous allons directement enchaîner avec justement une présentation théorique du switching, plus ou moins théorique, donc pour bien vous faire comprendre pourquoi on fait du switching et qu'est-ce qu'on va faire dans le switching. Nous passerons ensuite à la pratique sur le matériel Cisco. Et nous parlerons ensuite d'adressage IP et de routage IP pour passer à la pratique sur les routeurs Cisco. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous pour la présentation, l'introduction au chapitre 2, le switching.